Commencer la session 2. Donc, on va ce matin parler de l'écologie. Là, on ouvre un nouveau volet. Donc, vous avez compris, on est dans un projet interdisciplinaire, donc sciences de l'écologie. Et là, on parle de sciences humaines et sociales, mais aussi d'outils à la frontière des deux, pour regarder les interactions entre la société et les écosystèmes. Donc, c'est encore un travail collaboratif. Hein, les noms des encadrants sont soulignés du projet, mais il y a tout un tas de collègues qui sont intervenus, dont beaucoup de stagiaires dont les noms sont indiqués. Et donc, on va commencer par parler des bouquets de services écosystémiques et de leur évolution depuis les années 70. Alors, les services écosystémiques, comme leur nom l'indique, ce sont les contributions de la nature au bien-être humain. Donc, ce sont des objets frontières qui nous permettent d'analyser les interactions entre la nature et la société. Donc, vous avez ici un schéma qui représente un peu où se situent ces services écosystémiques. Donc, on a l'écosystème qui a son fonctionnement, qui assure des services de régulation, par exemple, des nutriments, de la qualité de l'eau. Et tout ça, ça peut permettre de soutenir aussi la production de biens de consommation. Donc, on parle dans ce cas-là de services d'approvisionnement. Donc, là-dedans rentre la boucherie-culture, les produits de la pêche. Et puis, il y a aussi des services qu'on appelle culturels. Donc, il y a dans cette catégorie tout ce qui est services récréatifs, par exemple, les loisirs nautiques, mais aussi les services patrimoniaux, les espèces emblématiques, la richesse culturelle. Alors, donc, pour évaluer le bouquet de services, c'est-à-dire la variété, la quantité de contribution de la nature à la société, eh bien, on peut faire des mesures de façon quantitative ou semi-quantitative. On peut mesurer plusieurs variables, notamment le flux, c'est-à-dire qu'est-ce qui est effectivement consommé par la population dans un lieu donné, pour une période donnée. C'est ça qu'on va vous présenter dans un premier temps. Mais on peut aussi s'intéresser au potentiel de l'écosystème en termes de services, c'est-à-dire le maximum hypothétique de production d'un service. Donc, il y a une notion de capacité. Et on peut aussi s'intéresser à la demande, c'est-à-dire qu'est-ce qui est désiré par la société pour tel ou tel service. Et là, on vous renvoie à la session 2.2 que Rémi va présenter. Alors, en termes de flux de services, on s'est d'abord intéressé à classifier les services. Donc, il existe un consortium international qui s'appelle la CICEF, le consortium de classification des services écosystémiques, et on s'est appuyé sur cette nomenclature-là. La dernière mise à jour est de 2018. Seulement, il a fallu un petit peu l'adapter parce que c'est pas forcément spécifique aux écosystèmes marins. C'est quelque chose de très transversal qui concerne tous les services, tous les écosystèmes. Également, il y a une grande expertise de laboratoire AMUN sur les services écosystémiques, notamment dans le pilotage de l'évaluation française des écosystèmes marins nationaux, qui s'appelle EFES. Et donc, il y a ce recul-là qui nous permet de dire que pour un écosystème donné, en moyenne, on doit évaluer une dizaine ou vingtaine de services. Alors, cette nomenclature CICES, c'est tout un listing de services. Et donc, on s'est appuyé à avoir quelque chose de commun sur nos 3 sites. Et on a recensé donc 24 services écosystémiques, des services d'approvisionnement qu'on retrouve. Donc, c'est par exemple produits des élevage aquacole, produits de la pêche, sous-produits d'agriculture, tout ce qui est services de régulation, purification de l'eau, maintien du support et du vivant, climat, et puis les services culturels, donc services récréatifs, actifs ou immersifs, la planche à voile par exemple, valeurs esthétiques, voilà. Donc donc sur ces 24 listes, eh bien, il y en a quelques-uns qui sont communs aux 3 sites, mais il y en a qui sont spécifiques à chacun des sites. Encore comme l'axe écologie, on a des points communs et des particularités d'un site. En BDV, on a pu évaluer 11 services, 2 d'approvisionnement, 5 de régulation, 4 services culturels, à Marraine 23 services, et puis à Thau 21. Alors,
Concrètement, on s'est interrogé au début du projet sur la méthode et les sources de données pour l'évaluation historique. C'est des choses finalement qui sont assez nouvelles. Il y a souvent des diagnostics qui sont faits à un temps donné, à un temps présent. Et donc, on s'est appuyé sur l'article de Tom Shaw et al. Qui donnait des premières pierres pour rassembler des données historiques pour regarder les changements des écosystèmes au travers du temps. Et en fait, dans cet article, l'équipe indiquait que ça présente de nouveaux challenges. Donc, en fait, on a été confronté à ces nouveaux challenges et que l'intérêt d'analyser plusieurs séries historiques en parallèle, ça permet d'améliorer la connaissance de la compréhension de la durabilité du système et aussi des interactions en eux. Alors, en termes de données, donc, on s'est appuyé beaucoup sur les données de la littérature grise. Par exemple, pour les productions et les ventes d'huîtres, on a la chance d'avoir des monographies conchicoles, mais comme l'a dit Aline ce matin, on a des fois des trous dans les séries. Mais ça, c'est des choses qu'on a épluchées longuement pour pouvoir reconstituer ces séries. On s'est aussi appuyé sur les données des réseaux d'observation de tout ce qui a été présenté sur l'accessibilité. Mais aussi, pour beaucoup de services, on a dû faire appel aux dires d'experts, notamment pour la valeur patrimoniale qui est difficile à quantifier, sur laquelle on a du mal à avoir des données. Donc, c'est passé par des enquêtes, des interrogations d'acteurs. Et puis, comme on est dans une analyse historique, eh bien, on essayé de regrouper année par année, mais on a dû résumer l'information sur 3 grandes périodes. Donc, le passé ancien, c'est-à-dire les années 70, donc première quantification, le passé récent, les années 90, et puis la période actuelle, donc depuis les années 2000. Alors, donc, on a une multitude de variables qui n'ont pas du tout les mêmes unités. Donc, pour pouvoir les représenter ensemble, on a dû standardiser et on a un score de 0 à 5 pour chacun des services écosystémiques. Alors, comment ça se représente un bouquet de services? Ici, vous avez l'exemple de la VDD. Donc, on a un diagramme. Quand c'est au milieu, c'est 0. Et puis, quand c'est vers l'extérieur, c'est que le flux, la consommation de services, est plus importante. On retrouve les 3 catégories de services. Approvisionnement, donc, pour lequel la VDD, c'est la pêche et la conchyliculture. La régulation, ici, donc ils sont listés, maintien des habitats, régulation des équipements, et puis les services culturels. Donc, période par période, on a ce bouquet de services qui a évolué, donc période 1, période 2, période 3, et en BDB, ce qu'on remarque, c'est qu'on a au cours du temps une augmentation des services d'approvisionnement entre la période 1 et la période 2, puis un plafonnement. Concrètement, la production conchilicole a augmenté jusqu'aux années 90, puis s'est stabilisée. On a une augmentation des services culturels. Vous voyez sur la gauche graphique, ça prend plus de place. Notamment la valeur patrimoniale, les services liés à la connaissance et puis à l'observation. Alors, sur les services de régulation, c'est un petit peu sioux, c'est-à-dire qu'on parle de consommation. En fait, c'est une lecture inversée. Plus la société consomme ces services de régulation, qui sont régulation des nutriments, des pathogènes, plus en fait, on a une dégradation de l'écosystème. Concrètement, plus de rejet de nitrates, plus de rejet de contaminants, égale plus de consommation de ce service de régulation. Donc, en première période, on a une grosse consommation des services de régulation, et puis un peu, on a une amélioration relative de la qualité de l'eau pour la VDB, puis une augmentation, une dégradation des flux. Alors, ici, c'est le bouquet de services pour le bassin de Marais-Béron. Un diagramme sur les périodes 1, puis 2, puis 3. On remarque qu'on a une diminution des services d'approvisionnement, donc diminution de la conchyliculture, diminution de la production de pêche et de saliculture.
Et par contre, on a une augmentation des services de régulation, puisqu'on associé à une demande de la société plus importante sur ces paramètres-là. Comme en BDB, augmentation des services culturels relatifs à services récréatifs, mais aussi au patrimoine. Ici, c'est l'exercice sur la lagune de Thau. Donc, on voit en première période, on avait une grosse part de services de régulation, donc une dégradation finalement de l'écosystème par rapport à la qualité de l'eau. Et puis, au cours du temps, diminution des services d'approvisionnement, c'est-à-dire baisse de la production conchylicole et de pêche, diminution des services de régulation, mais plus de services culturels consommés sur la lagune. Alors, donc ça fait beaucoup de graphiques. On a ici une synthèse sur ces évolutions. Donc, ce qu'on voit en commun sur les deux des sites, au moins, on a des services de régulation en augmentation, c'est-à-dire qu'il y a des pressions accrues sur les écosystèmes, à l'exception de la lagune de Thau, où on a une amélioration de la qualité de l'eau. Les services de production, notamment la conchyliculture, ils ont augmenté sur les 3 sites jusqu'à atteint un plafond. Donc, on a un plafond un peu plus commun dans les années 90. Et puis, autre évolution commune, des services culturels en augmentation. Ça traduit une multiplication des usages, notamment les usages récréatifs, voile, plongée, etc. Et une plus forte demande de protection de la nature. Donc, associée par exemple aux productions Natura 2000. Alors, au-delà des flux, donc la consommation des gens, des flux de services produits, on peut se poser la question maintenant de quel rôle ont joué les demandes sociales dans l'évolution de ces flux, et puis sur quels services se sont concentrées les demandes déterminantes dans la trajectoire des socio-écosystèmes. Là, cette fois-ci, donc le côté de demande de la société en termes de services, et là, je passe la main à Rémi. Merci Valérie. Donc effectivement, je vais prendre la suite sur cette question des formes de demande, donc, qui sont intéressantes parce qu'elles vont nous permettre d'aller plus loin sur l'aspect des dynamiques sociales qui expliquent les évolutions de ces bouquets de services. Alors, j'arrive pas à faire lequel des boutons, c'est celui-là. Merci. Voilà. Alors, pour analyser ces demandes sociales, donc en se focalisant donc pour les services écosystémiques, on va se focaliser sur les demandes sociales porteuses de changement, puisqu'on se situe dans le cadre d'un travail qui cherche à comprendre les trajectoires de production. Donc, on va s'intéresser à ce qui est dynamique. Or, très souvent, dans ce qui est proposé en termes d'analyse de services écosystémiques, on a beaucoup de visions statiques. Donc, on va essayer de réintroduire dans cette approche par les services écosystémiques des aspects de dynamique. Donc, on va le faire avec un cadre d'analyse qui, au départ, est statique, c'est-à-dire qu'on va caractériser les formes de demande à un moment donné, mais en pointant le fait que dans ces formes de demande, on pourra repérer des demandes qui sont intrinsèquement, par nature, porteuses de changement, c'est-à-dire qu'elles vont induire des évolutions dans la consommation de services ou la manière dont on conçoit ces services dans la société. Donc, on cherche éventuellement à les réguler. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une forme de demande pour un service écosystémique? Une forme de demande, c'est le type d'interaction qu'un groupe social défini a mis en place avec un service écosystémique donné dans un contexte particulier. Donc, la conséquence, alors ça paraît être une définition complètement tautologique. Il y a souvent des choses qui restent très tautologiques en sciences sociales, mais en fait, l'intérêt de poser les choses de cette façon-là, c'est de comprendre qu'une fois qu'on a parlé d'un groupe social défini, dans un contexte particulier, on ouvre la porte à ce que pour un service écosystémique particulier, il y ait plusieurs formes de demandes qui coexistent. Et des demandes qui peuvent être complémentaires, et aussi des demandes qui peuvent être antagonistes. Et donc là, on voit déjà surgir ces aspects de dynamique sociale dans la manière dont la société va interagir avec l'écosystème pour en retirer des services. Alors, quels sont les entités? Alors, après, ça se fait avec des exemples, quelles sont les entités qui peuvent exprimer des formes de demande? Bon, là, donc là, c'est très classique. Ça peut être des individus, des groupes d'acteurs, des institutions. Et pourquoi cette nouvelle approche par les formes de demande va nous être utile? Parce qu'elle va nous permettre de replacer les services écosystémiques dans une perspective de socio-écosystème, c'est-à-dire des systèmes complexes et dynamiques.
Il n'y a pas une relation univoque à l'écosystème avec un flux de services relativement à un service écosystémique. Comme on le pose d'emblée, il peut y avoir, relativement à un service écosystémique, plusieurs formes de demandes qui s'expriment au même moment. Et ces demandes peuvent être porteuses de changement. Donc, on va approfondir l'analyse des dynamiques sociales qui se créent à l'interface entre société et écosystème autour des services écosystémiques et qui influencent par là même la trajectoire du socio-écosystème. Alors là, c'est beaucoup trop long. J'en étais là. Voilà. Les demandes vont être spécifiées par l'utilisation de 12 attributs. Donc, à partir d'une revue de la littérature, mais aussi d'une démarche inductive qui est issue de cas d'études sur lesquels on a travaillé dans le domaine marin dans des projets précédents. Donc ici, vous avez dans ce tableau, on ne va pas avoir le temps de détailler, un récapitulatif de 7 de ces 12 attributs qui sont relatifs à la nature de l'interaction entre l'écosystème, mais qui ne prennent pas en compte les dimensions de temporalité et de stabilité sociale. On va voir tout ça en détail. Simplement, pour vous signaler que parmi les valorisations, on essaie de préparer des articles de synthèse qui vont résumer notre approche et que beaucoup n'est pas encore complètement finalisé dans ces valorisations. Donc, je reprends ici les choses de façon détaillée sur les 12 attributs que nous utilisons pour spécifier les formes de demande. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser à la nature de l'interaction physique avec l'écosystème, et donc ça va pouvoir nous permettre de définir si la demande est soustractive, si elle est non soustractive, ou dimension supplémentaire si c'est une demande de conservation. C'est-à-dire qu'un groupe social peut exprimer vis-à-vis d'un service écosystémique non pas simplement une utilisation, mais le fait qu'il réclame sa conservation. Et ça peut d'ailleurs être même le même groupe social que celui qui utilise le service, à la fois utiliser le service et s'apercevoir que cette utilisation n'est pas durable, ça sera laissé après, parce que la demande est impactante, et donc exprimer en même temps une demande de conservation. Donc, on voit bien que là, on peut ouvrir la porte, encore une fois, à l'expression de plusieurs formes de demandes pour un même service écosystémique. Donc, ces demandes soustractives, non soustractives de conservation, en quoi consiste-t-elle? Une demande soustractive, cela consiste à prélever une partie, soit du flux de l'écosystème, donc ça va concerner principalement les services d'approvisionnement et certains services culturels, par exemple la pêche récréative. Ça manifeste qui prélève les flux dans l'écosystème. Ou aussi, donc chose qui est moins intuitive, on va prélever une partie de sa capacité d'absorption. Ça renvoie à ce que disait Valérie tout à l'heure sur les services de régulation, renvoie à une lecture un peu contre-intuitive de la relation qu'on entretient avec l'écosystème. Quand on voit un bouquet de services, on se dit plus ça va vers l'extérieur, plus on a du flux de services et tout est parfait. Sauf que si c'est des services de régulation, ça veut dire qu'on les consomme beaucoup. Or, les services de régulation, ça consiste à quoi? Ça consiste le plus souvent à utiliser les services de régulation, ça consiste le plus souvent à émettre des polluants dans l'écosystème pour compter sur la capacité de l'écosystème à traiter ces polluants. C'est ça le principe d'un service de régulation. Donc ici, manifestement, quand on va émettre des polluants pour bénéficier d'un service de régulation, on va soustraire à l'écosystème une partie de sa capacité d'absorption. Plus j'aurai émis de polluants dans le milieu, moins l'écosystème aura, après l'émission de la pollution, de capacité d'absorption. Donc on a bien une demande soustractive. Tout ça est dans une logique de représenter la nature de l'interaction physique avec l'écosystème. Est-ce qu'elle est plutôt positive, plutôt négative, etc. Et dernier aspect, la demande de conservation. Le mot soustractif, ça ne peut pas être demande de substitution. Et la demande de conservation, c'est-à-dire qu'on aura une action directe ou indirecte en faveur de la préservation de tout type de services écosystémiques. Deuxième grande famille d'attributs pour les forces de demande, c'est ceux qui concernent l'impact sur l'écosystème. Donc, on va avoir des demandes qui sont impactantes, dommageables, et non impactantes, non dommageables. Demande impactante, dommageable, c'est une demande pour un service écosystémique qui va affecter de façon, on va dire, irréversible à court terme, un processus de l'écosystème ou sa structure. Alors, tout l'enjeu sera de voir si on peut ensuite restaurer le système à moyen ou long terme. Éventuellement, il y a des demandes de conservation qui vont induire un changement dans le socio-écosystème. Troisième série d'attributs, la dépendance ou l'influence sur le service écosystémique. Donc là, la relation peut être directe ou indirecte.
La demande est directe lorsque le bénéfice est retiré directement de l'utilisation ou de la conservation du service écosystémique. Donc, ça va concerner principalement les services écosystémiques d'approvisionnement et les services culturels. Et la demande est indirecte lorsque le bénéfice est retiré d'une activité pour laquelle le service est simplement un facteur mobilisé. Donc, ça va concerner principalement les services de régulation et de maintien pour lesquels l'interaction est plutôt indirecte. Ensuite, nous avons les aspects de temporalité. Donc là, on se situe bien, encore une fois, dans cette perspective d'utiliser des services écosystémiques pour comprendre une trajectoire des évolutions. Et donc, on va ici essayer de spécifier la demande comme étant une demande installée. Donc là, il n'y a pas de problème. On sait que le groupe d'acteurs, l'institution, exprime telle demande, nous prélève une partie du flux de service, donc c'est effectif, c'est pas difficile à voir, mais parfois on a des demandes émergentes ou latentes. Et donc ça aussi, il faut essayer de les repérer, car elles peuvent jouer un rôle dans la dynamique du socio-écosystème. Enfin, dernier aspect, la stabilité sociale, en lien avec l'expression de ces formes de demande, tout simplement en liaison avec le fait qu'une demande peut être satisfaite ou non satisfaite. Si la demande est satisfaite, du point de vue social, tout va bien. Pour faire simple, les acteurs sont satisfaits, ils ont obtenu ce qu'ils souhaitaient. En revanche, si la demande est non satisfaite, encore une fois, on peut suspecter qu'en lien avec ce type de demande, il va y avoir des choses qui vont se passer dans la dynamique du socio-écosystème. Alors, pour mettre en œuvre ce cadre d'analyse, on va utiliser les données économiques quantitatives, des évaluations d'état écologique, des analyses institutionnelles, qui vont notamment nous conduire à nous interroger sur l'efficacité, l'effectivité et l'efficacité des dispositifs de gestion. Et donc ça, notamment, ça va nous permettre de qualifier à la fois des demandes de conservation et à la fois leur caractère satisfait ou non satisfait, du point de vue de différents groupes d'acteurs. On raisonne bien sur une interaction entre un service et des groupes d'acteurs spécifiques. Et l'intérêt de ce cadre d'analyse pour l'analyse de la dynamique des socio-écosystèmes complexes, c'est que parmi les différents attributs qu'on a choisi de mobiliser pour caractériser ces formes de demande, eh bien, on a 3 formes de demande qui peuvent être considérées comme particulièrement susceptibles de générer des changements rapides. Et ce sont les demandes impactantes, c'est-à-dire les demandes qui manifestement vont au-delà, consistent à prélever des flux qui sont supérieurs à la capacité, au potentiel de l'écosystème à fournir un flux de services. Alors, on va confronter à des demandes impactantes. Ça va être les demandes de conservation, qui très fréquemment vont justement venir en réaction à l'existence de demandes impactantes, c'est-à-dire à partir du moment où s'est installée une relation avec l'écosystème qui génère des impacts sur certains services, certains acteurs vont se mobiliser pour faire émerger des demandes de conservation. Et enfin, les demandes insatisfaites. Parce qu'effectivement, je vais l'évoquer, si d'un point de vue social, certains acteurs n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent, et là aussi, ça peut générer de l'insatisfaction et donc des changements. Donc, pourquoi on mobilise ce cadre dans le cadre de Restroscope? C'est tout simplement pour rechercher dans nos socio-écosystèmes côtiers, agro-location viticole, les services, les demandes porteuses de changement et leur évolution, et donc repérer quels sont les services écosystémiques, donc les composantes du socio-écosystème, qui concentrent le plus grand nombre de demandes porteuses de changement. Donc, je vais passer en revue donc les résultats de l'application de ce cadre d'analyse pour les 3 sites. Donc, voilà, donc on a c'est déjà un tableau de synthèse qui vous permet de voir ce qui se passe pour la BDV. Donc, pour la BDV, on a distingué 3 périodes un peu stylisées, de la même façon que ce qui était Valérie pour les évaluations des services écosystémiques, donc le passé lointain, le passé des années 70, le passé récent, celui des années 90, et enfin la période actuelle, à partir des années 2005-2010. Nos 3 catégories de services, services d'approvisionnement, services de régulation et de maintien, services culturels. Pour la BDV, on l'a dit tout à l'heure, on a une dizaine de services qui sont analysés. Et donc, vous voyez ici simplement sont
mentionner les services pour lesquels il y a des demandes porteuses de changement. Ici, par exemple, les produits de la pêche font l'objet d'une demande qui est partiellement impactante, parce qu'on suspecte que la consommation, la pêche de coque va au-delà de ce que le stock peut supporter, et partiellement satisfaite. Pour les produits de la culture, à cette période-là, on a une demande directe qui est déjà impactante, puisqu'on est déjà, avant les années 90, dans une situation où la baie est considérée comme saturée, et aller à la limite du flux de services possible. Sur la capacité trophique, on a là aussi donc, une demande qui est considérée comme directe et impactante pour les mêmes raisons. En parallèle de ça, puisque la baie a été considérée déjà comme saturée à cette époque, certains acteurs, et des associations professionnelles de l'agriculture, vont formuler une demande de conservation. Et donc, essayer de faire émerger des règles qui vont justement limiter l'impact que leur activité exerce sur ce flux de services de capacité de ressources, etc., etc. Donc, je ne détaille pas service par service puisque c'est fastidieux. J'espère que vous avez compris la logique avec ces quelques exemples. Mais l'idée, c'est de passer en revue de façon systématique tous les services et toutes les formes de demandes dont ils peuvent faire l'objet pour repérer des demandes qui soient impactantes, des demandes qui soient des demandes de conservation, puisqu'on essaie de réagir face à un dysfonctionnement de la relation société-écosystème, et des demandes qui sont non satisfaites, puisqu'on a essayé de faire des choses, y compris de développer une nouvelle activité, et mettre en place des missions de régulation, mais on n'est pas forcément parvenu jusqu'aux résultats que l'on cherchait à obtenir. Donc, une fois qu'on a fait cet exercice systématique de repérage des demandes porteuses de changement, on peut voir sur quel service écosystémique ces demandes porteuses de changement se concentrent. Vous avez déjà un résumé quantitatif pour les services sur lesquels c'est plus au pire vers le rouge, puis un nombre élevé de demandes porteuses de changement qui s'expriment vis-à-vis de ces services. Et donc, en synthèse, sur les demandes porteuses de changement pour la BDD, donc elles vont concerner principalement la régulation des pathogènes, la capacité trophique, en lien avec les produits de la pêche et les produits de la culture. Et il faudra aussi avoir un point de vigilance sur tout ce qui concerne la biodiversité, la valeur patrimoniale et éventuellement la question de la régulation des sédiments pour la période très récente. Pour Marraine-Oléron, même méthodologie, je ne peux pas détailler, je vais directement à la synthèse. Ici, on va voir que essentiellement, alors les demandes porteuses de changement vont se manifester sur un nombre très élevé de services. Bon, on est déjà au départ, sur une liste de départ, sur une vingtaine de services même si on cherche à serrer les problèmes, ordonner la complexité, au final, on reste malgré tout avec un nombre relativement élevé de services à considérer parce qu'ils sont manifestement l'objet de demandes porteuses de changement. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a notamment en lien avec les produits de l'agriculture, la régulation des nutriments, le débit de l'eau, la qualité des sols, la capacité de profit, la dispersion des barrettes, donc ça renvoie au captage des médecins, la régulation des contaminants. Et d'autres services plus en lien avec d'autres activités de l'agriculture, dont on ne prendra pas forcément en compte pour les synthèses, on verra dans le système parce que ça fait déjà beaucoup de choses. Et pour la lagune de Thau, donc même démarche, même résultat. Donc les demandes porteuses de changement en lien avec les activités traditionnelles, produits de la pêche, produits de la culture, qui sont en soi des services écosystémiques pour lesquels il y a beaucoup de demandes porteuses de changement, sont la capacité trophique, la régulation des nutriments, la régulation des pathogènes, la régulation des contaminants, éventuellement la qualité des fonds, et des demandes de porteuses de changement sont aussi assez nombreuses en ce qui concerne la biodiversité et certains services culturels, comme le nautisme ou tout ce qui concerne la valeur patrimoniale. Donc, pour synthétiser sur cette
aspect des demandes sociales porteuses de changement. Donc, on voit que l'intensification et la diversification des usages se sont accompagnées d'une augmentation des pressions sur certaines composantes de l'écosystème et d'une plus forte demande de protection d'environnement. On a beaucoup, à la fois, de demandes impactantes sur certains services et beaucoup de demandes de conservation. Donc, les demandes porteuses de changement se sont d'abord concentrées sur les services de production, coquillage et pêche, et les services de régulation qui les sous-tendent, qui subissent beaucoup de pression, y compris des pressions qui viennent de l'extérieur du bassin. Voilà, pression de bassin versant, de pression de la globalisation, etc. Et puis, ces demandes porteuses de changement, elles se sont étendues au maintien de la biodiversité et à certains services supports des activités culturelles et de loisirs. Donc, voilà pour cet aspect demande porteuse de changement qui, donc encore une fois, a vocation à nous préparer à ce que nous ferons dans l'axe transversal, c'est-à-dire les représentations intégrées du socio-écosystème et de sa trajectoire d'évolution. Là, on a déjà une première vision de ce qu'il faudra représenter en priorité dans le socio-écosystème du point de vue des services écosystémiques pour pouvoir en retracer et en expliquer la trajectoire d'évolution. Alors, il y a un deuxième aspect dans ce que nous avons fait dans l'axe S du projet Rétroscope qui concerne, grosso modo, les stratégies des adaptations des acteurs, ce que nous avons étudié à travers une opération complémentaire adossée au projet Rétroscope, qui est l'action Cueilleur de mémoire, qui part d'un constat que nous avons fait de façon collective lors du meeting de lancement du Rétroscope, donc c'était en janvier 2020, donc au cours duquel beaucoup d'entre vous étaient présents, y compris parmi les acteurs professionnels. Et donc, une proposition avait été faite de créer un projet complémentaire à Rétroscope pour remédier à ce qui était quand même perçu comme un certain déficit de connaissances sur les aspects dynamique sociale, justement, et tout ce qui est compréhension des stratégies d'acteurs, coopération, conflit entre acteurs, des aspects aussi représentation, système de valeurs. Et donc, c'est l'objet du projet Cueilleur de mémoire que de traiter ces questions-là de façon plus approfondie. Donc, on a, grosso modo, fait appel à la mémoire des acteurs pour saisir les évolutions de ces aspects sociaux depuis les années 70. Donc, différentes opérations ont été menées dans ce projet. La principale sur laquelle je vais revenir ce matin, parce qu'on n'a pas présenté, c'est les enquêtes auprès des ostréiculteurs. Donc, nous avons réalisé sur les 3 sites d'études des enquêtes auprès des professionnels de l'ostréiculture sur la base de questionnaires qui ont été adaptés aux différents sites, mais sur la même structure, à peu près le même nombre de questions, et qui vont aborder successivement la carrière de l'entité, sa trajectoire professionnelle, les pratiques culturelles et leur évolution, le rapport à l'environnement, à la gestion et aux autres activités, la représentation du métier et de son avenir. Le nombre d'enquêtes réalisées, donc en BDV, nous avons réalisé 27 entretiens qui représentent 24 entreprises, ce qui est, alors c'est un faible nombre, mais une forte couverture de la population des professionnels dans ce bassin, qui est relativement réduit. Alors sur les autres sites, c'est un peu différent. On a le nombre d'entretiens plus élevé, 40 entretiens à taux, il y a un taux de couverture moindre, et puis on a Oléron, c'est la même chose, une centaine d'enquêtes réalisées, et donc aussi un taux de couverture de l'ordre de 17% par rapport à la population cible. Alors, je vais vous présenter quelques résultats qui sont, comme certains des résultats en écologie présentés tout à l'heure, qui ne sont pas complètement stabilisés, mais donc c'est pour vous donner une vue d'ensemble du type de résultats auxquels elle peut arriver avec ce type d'enquête. Donc ici, vous avez une première synthèse de l'évolution des stratégies en termes de pratiques culturelles en vert et de pratiques commerciales en bleu des ostréiculteurs de la BD. Donc, sans entrer dans les détails, parce que nous n'avons pas le temps, donc vous voyez quand même des évolutions notables, le passage du cycle court au cycle long, la diversification des stratégies d'approvisionnement avec l'utilisation de parcs dans d'autres bassins, ce qui se faisait pas en début de période, l'utilisation de la fluide qui apparaît de façon assez notable, puis qui revient après l'épisode de mortalité de façon relative, et sur les aspects
plus stratégie économique, la mécanisation en lien avec la notion de l'expédition, la pratique de la vente directe, et aussi sur le plan institutionnel, donc ça c'est l'évolution des structures d'entreprise, un plus grand recours à la création de sociétés. Autre aspect qui peut être traité dans ce type d'enquête, la question des identités professionnelles. Donc là, on a posé aux professionnels la question de savoir à quel type de profil s'identifie le plus parmi les options, les paysans de la mer, agriculteurs de la mer, entrepreneurs, chefs d'exploitation familiale, etc., etc., etc. Donc, en BDV, on note qu'il y a essentiellement deux profils revendiqués. Le traditionnel, donc qui est plutôt à la fois un paysan de la mer et un artisan, donc 2/3 des entités, et celui qui est plutôt un moderne, qui est entrepreneur, qui se définit comme entrepreneur agriculteur, et qui représente le dernier tiers. Alors, ce qu'on constate dans nos enquêtes, c'est que au-delà de ce qui est revendiqué par les professionnels lorsqu'ils doivent se rattacher directement à un profil, eh bien, il y a des décalages avec les pratiques réelles. Alors, ces décalages ne sont pas forcément très nombreux. Tout ce qui est vert, ça veut dire qu'il n'y a pas de décalage entre ce qu'ils revendiquent comme identité et ce qu'ils pratiquent en réalité. Dès qu'il y a de l'orange, c'est qu'il peut y avoir des petits décalages. Donc, par exemple, les traditionnels, qui sont 2/3 à se déclarer comme étant plutôt traditionnels, mais les traditionnels, ils font déjà du multisite. C'est quand même un degré de complexification de l'entreprise ostréicole qui, entre guillemets, n'est pas donné à tout le monde, n'est pas la première chose qu'on fait quand on s'installe dans les structures, en principe, d'avoir des implantations multisites. Autre aspect, il pratique à plus de la moitié désormais l'expédition. On sait que traditionnellement, beaucoup de ces producteurs étaient simples producteurs, n'étaient pas expéditeurs. Et puis, bien sûr, il y a cette question de l'utilisation de l'huile, dans la représentation de certains, qui est incompatible avec la notion de l'activité traditionnelle, et qui là, dans les faits, est présente chez plus de 40% des professionnels qui s'identifient à des ostréiculteurs traditionnels. Voilà. Donc, il y a des questionnements sur les identités professionnelles, avec des identités héritées, chefs d'exploitation familiale, des identités construites notamment en lien avec les contraintes économiques, environnementales, qui obligent le professionnel à agir en entrepreneur, même si c'est pas forcément son idée de départ, mais les faits l'amènent à adopter ce type de stratégie. Et puis l'identité de paysans de la mer qui peut renvoyer à finalement une mise en conformité avec certaines attentes sociales et certaines représentations du métier par le reste de la société. Donc des identités qui peuvent être en partie conflictuelles, voilà, mais qui sont manifestement qui coexistent chez beaucoup de professionnels. Alors, je vais maintenant passer de façon plus rapide sur les résultats des enquêtes sur le bassin de Thau et le bassin de Marais-d'Oléron. Sur le bassin de Thau, donc, on observe une dimension familiale et héréditaire très forte, avec des professionnels qui sont majoritairement issus du monde de la mer et qui, pour beaucoup d'entre eux, étaient pêcheurs avant d'être ostréiculteurs. 40% ont repris une exploitation familiale. 35% ont toujours une activité complémentaire, principalement la pêche, et sont plus réactifs. Les exploitations sont à la fois artisanales et très territorialisées avec une bonne adaptabilité. Ils n'ont quasiment pas du tout de structure en dehors de Thau et sont pour la plupart localisés dans une seule zone de production. Ils ont des changements de pratiques fréquents et les changements de pratiques se sont accélérés depuis les mortalités de 2008 pour 62%, donc notamment en ce qui concerne le mode d'approvisionnement en essaim, les techniques d'élevage et aussi ils se sont mis à répondre à la demande des consommateurs avec des diversifications de débouchés. Il y a peu de logique collective et les approches des professionnels à Thau sont très exploitation centrées, donc seulement les 2/3 des entreprises sont individuelles, avec dans plus de la moitié des cas de conjoints associés à l'exploitation, et seulement 12% des enquêtés sont adhérents à des démarches collectives de commercialisation.
En ce qui concerne le rapport à l'environnement, les perceptions sont plutôt positives pour l'avenir de l'activité, mais positives dans la relation à l'environnement, mais contrastées quant à sa pérennité. Donc, il y a le problème de la malaise, qui perdure, le problème du changement climatique, qui sont les principales contraintes environnementales perçues. Il y a une vision positive de l'activité qui est perçue comme ayant un faible impact environnemental. La profession est perçue comme sentinelle de l'environnement et sa légitimité et du fait de l'activité est là depuis longtemps. On a une évolution vers des pratiques durables avec une intensité d'exploitation actuellement perçue comme raisonnable par 70% des professionnels, alors que si on les interroge sur est-ce que votre activité était durable au moment où vous êtes rentré dans le métier, ils ne sont que 48% à dire qu'effectivement elle était durable à cette époque-là. Donc, il y a une évolution vers plus de durabilité de l'activité. Les principaux impacts environnementaux négatifs subis sont liés à l'assainissement, l'agriculture et l'urbanisation. Enfin, il y a une large majorité de professionnels qui se disent anxieux, principalement en lien avec le changement climatique et en lien avec les contraintes économiques, donc les contraintes de trésorerie. Mais paradoxalement, 65% pensent que l'activité reste attractive et 45% souhaitent une reprise familiale. Pour le bassin de Marne-et-Léon, les principaux résultats, en ce qui concerne les stratégies des entreprises, les acquisitions de concessions sont motivées en priorité par les successions familiales, puis par le besoin de faire croître l'entreprise et l'emploi, et enfin par la recherche de productivité biologique. Lorsqu'il y a des abandons-ventes de concessions, elles sont motivées par le manque de productivité ou par l'envasement. La part de l'utilisation de la triploïde entre le début de carrière et aujourd'hui a augmenté chez 83% des professionnels, a diminué chez 14% et est resté constante chez 3%. Les changements d'approvisionnement en essaim montrent qu'ils ont utilisé en priorité la triploïde pour la vente en été, mais aussi pour la productivité. Certains ont abandonné la triploïde en raison des mortalités ou parce qu'ils la considèrent comme difficile à contrôler. Tous les débouchés ont augmenté depuis le début de carrière, mais d'abord la vente au détail, puis l'emballage d'expédition et enfin le gros. À noter, pour ce qui concerne l'adhésion aussi de qualité et notamment à l'implication de géographie protégée, une entreprise qui est adhérente est grosso modo 2 fois plus grosse qu'une entreprise qui n'est pas adhérente. Le rapport à l'environnement sont perçus comme problématiques la baisse de la qualité de l'eau douce, d'abord, la baisse de la... sont perçus comme problématiques, en premier lieu, la baisse de la quantité d'eau douce, puis la baisse de la qualité de l'eau douce, la baisse de la qualité du bassin en général, l'augmentation de la sensibilité des huiles aux pathogènes, la présence d'espèces invasives, le réchauffement de l'eau et l'augmentation des événements extrêmes. Pour ce qui concerne le rapport à la gestion et aux autres usages, on observe une sensation de suradministration chez plus de 60% des ostréiculteurs qui jugent les réglementations sanitaires, environnementales et sociales contraignantes et compliquées. La part du temps consacré à la gestion a augmenté depuis le début de carrière chez 97% des professionnels. Par ailleurs, on observe un apaisement relatif des tensions avec les agriculteurs, mais en contrepartie, une émergence des tensions avec le tourisme de masse et les associations de protection de l'environnement. Alors, peut-être sur des réglementations environnementales jugées très contraignantes par ailleurs. Vision du métier et de l'avenir. Principale motivation pour exercer le métier d'agriculteur dans le bassin de Marne-et-Léon. D'abord la tradition familiale, le rapport à la mer, la vie en extérieur, puis la volonté d'entreprendre et de produire un mets d'exception. Les principales raisons des difficultés de renouvellement de la profession, la difficulté du métier, la faible puis ensuite vient la faible rémunération, l'image de la profession vue dans la métier économique, et puis l'accès au foncier et l'accès au littoral. L'identité professionnelle et l'évolution par rapport au début de carrière, donc ils sont plus nombreux à s'identifier comme paysans de la mer, et c'est une proportion en augmentation, puis comme agriculteurs de la mer, et c'est aussi en augmentation. Ensuite arrivent les catégories de chefs d'exploitation familiale, et c'est en diminution potentiellement, et d'entrepreneurs, et c'est en diminution potentiellement. Pour finir, l'image de la profession dans la société, elle est perçue comme inchangée par plus de 60% des sociétés interrogés,
comme s'étant amélioré pour 21% et comme s'étant dégradé pour 16%. Voilà. Donc, tout ceci se situe dans un contexte économique évidemment, il faut prendre en compte, que je n'ai pas le temps de détailler parce que nous n'avons plus le temps. C'est fini. Et donc, on va passer aux éléments de synthèse. L'intensification et la diversification des usages, alors c'est la synthèse générale de ce qu'on vient de voir depuis la pause. Donc, l'intensification et la diversification des usages se sont accompagnées d'une augmentation des pressions sur certaines composantes de l'écosystème et d'une plus forte demande de protection de l'environnement. Donc, c'était bizarre dans ce vidéo. Donc, initialement concentrés sur la production contributionnelle et la pêche, les bouquets de services écosystémiques se sont diversifiés sur les trois sites. Intensification des usages, augmentation des pressions et plus forte demande de protection de l'environnement. Les demandes porteuses de changement se sont d'abord concentrées sur les services de production, coquillage et pêche, en surface d'expansion des activités ou de leur régulation, puis sur les services de régulation qui les sous-tendent, puis enfin elles se sont étendues en matière de biodiversité à certains services de support des activités culturelles et de loisirs. Les adaptations ont été nombreuses, elles ont été individuelles et collectives et plus ou moins efficaces. Les ostréiculteurs, on vient de le voir, se sont adaptés à la saturation des bassins de production par de la plurilocalisation des stratégies commerciales, ils se sont adaptés aux contraintes environnementales, y compris par de la modernisation, et enfin aux mortalités par des stratégies d'approvisionnement en essaim, des pratiques d'élevage, de la diversification des débouchés. Les adaptations collectives ont pris la forme de dispositifs de gestion sectorielle pour l'ostréiculture ou thématiques, par exemple à travers la gestion de l'eau ou la protection de la biodiversité, et parfois de tentatives de gestion intégrée. On a un petit temps d'échange avant le début de la session 3. Il y a 5 minutes de questions possibles.